Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains jours au travail, vous vous sentez fort et prêt à faire face à tous les défis, tandis que d'autres jours, la moindre remarque peut ébranler votre confiance en vous? Ces montagnes russes émotionnelles ne sont pas dues au hasard. Elles trouvent leurs racines dans les méandres de notre personnalité, plus précisément dans ce qu'on appelle les 9 blessures de l'énéagramme. Ces blessures, véritables empreintes de nos expériences passées, façonnent notre manière de nous percevoir et d'interagir dans notre environnement, et en particulier dans notre environnement professionnel. Comment ces blessures influencent-elles concrètement notre confiance en soi au travail? Avant de plonger dans les 9 blessures, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, un rapide rappel de ce qu'est l'énéagramme en quelques mots. L'énéagramme est un système ancien de typologie de la personnalité qui décrit 9 types de personnalités distinctes. Loin d'enfermer les gens dans des cases, c'est au contraire un outil qui ouvre les consciences et permet de sortir de ces schémas habituels, de comprendre les personnes de notre entourage, d'apprendre de leur façon de faire et de penser pour évoluer et s'épanouir davantage dans notre vie. À titre d'exemple, lors d'un échange avec l'un de mes collègues où nous discutions de nos difficultés, il m'a dit: «Je ne comprends pas pourquoi tu crains autant de te tromper.» Connaissant tous les deux l'énéagramme et nos types respectifs, je lui ai alors demandé: «Et toi, comment réagis-tu face au rejet?» Sa grimace a bien montré que c'était vraiment désagréable pour lui. J'ai alors expliqué: «Ben, c'est la même chose pour moi quand je fais une erreur.» Comprenant immédiatement mieux ce que je pouvais vivre, il a acquiescé en disant simplement: «Ah d'accord, je vois.» À présent, un rappel. Pour faciliter l'apprentissage de cet outil, nous donnons un nom à chacun des 9 types. Mais je suis d'accord avec vous, c'est d'une part mettre une étiquette sur les gens et d'autre part très réducteur. Aussi, dès que nous maîtrisons l'outil, on ne parle plus que de type 1 ou type 8. Comme il s'agit d'une vidéo pédagogique, j'utiliserai donc à la fois le nom, c'est-à-dire l'étiquette, et le numéro du type. Pour en savoir davantage sur les bases de l'énéagramme, je vous invite à regarder ma précédente vidéo sur le sujet, dont je vous mets le lien juste en dessous. Ces bases posées, découvrons à présent les 9 blessures de l'âme. Comment influencent-elles notre estime de soi? Chacun de nous a vécu des événements marquants qui ont laissé des traces indélébiles au plus profond de notre inconscient. Vous connaissez peut-être le livre Les 5 blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes de Lise Bourbeau, qui identifie 5 blessures fondamentales. Selon l'énéagramme, ces blessures ne se limitent pas à 5, mais sont au nombre de 9. On retrouve le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice cités par Lise Bourbeau, auxquels s'ajoutent la honte, l'intrusion, la souffrance et la séparation. Ces blessures, ancrées dès notre plus jeune âge, et parfois même dès notre vie intra-utérine, pourraient même, selon certaines théories, être préétablies avant notre conception. Quoi qu'il en soit, nous réagissons tous à chacune de ces 9 blessures, car bien évidemment, personne n'aime être humilié, abandonné ou souffrir. Mais en fonction de notre type de personnalité, l'une de ces 9 blessures sera beaucoup plus forte que les autres. Et à chaque fois qu'une situation présente nous rappelle ces événements traumatiques, notre inconscient déclenche une alerte qui va réactiver nos croyances limitantes, déclencher un stress intense et des émotions extrêmement fortes, et nous faire surréagir à la situation. Ce sont elles qui sont à l'origine de nos croyances limitantes, de nos pensées, de nos émotions et de nos comportements, tout en nourrissant notre ego et en façonnant notre manière d'interagir avec le monde. Elles sont tellement ancrées en nous qu'on ne s'en rend même plus compte la plupart du temps. Il faut faire un travail d'introspection pour reprendre conscience de ces mécanismes. Ces blessures influencent profondément la façon dont nous nous percevons et viennent agir sur notre niveau d'estime de soi, la valeur que nous nous accordons, et de confiance en soi, notre capacité à oser entreprendre. Maintenant, avant de poursuivre, je vous propose de prendre un moment pour réfléchir. Avez-vous déjà une idée des blessures qui vous font réagir? Je vous invite à mettre cette vidéo sur pause pour réfléchir à la question suivante. Parmi ces 9 blessures, laquelle vous touche le plus? Vous avez noté vos réponses? Alors découvrons en détail la blessure de chacun des types et les conséquences sur l'estime de soi. Tout d'abord, le type 1, perfectionniste. Le perfectionniste cherche à éviter à tout prix l'erreur et la critique,
car elles éveillent en lui un sentiment profond de honte. Cette émotion, qu'il tente désespérément de fuir, est liée à la peur d'être perçu comme une personne qui ne fait pas bien les choses. Chaque faux pas, chaque critique reçue est vécue non comme une occasion d'apprendre, mais comme une attaque personnelle, un jugement, révélant la faille intime qu'il s'efforce de masquer. Son attention obsessionnelle à la qualité du travail fourni illustre pourquoi il est souvent étiqueté comme perfectionniste, une appellation qu'il peut ne pas s'attribuer, puisque dans son monde, la perfection n'existe pas. Lorsqu'il est en maîtrise des tâches qu'il doit accomplir, le niveau d'estime de soi du type 1 reste modéré, car bien qu'il ressente une satisfaction pour le travail bien fait, un juge intérieur tyrannique le pousse constamment à rechercher des améliorations continues dans son travail. Le type 2, altruiste. L'altruiste cherche à répondre aux besoins des autres, souvent au détriment des siens, car cela éveille en lui une peur profonde du rejet. Cette démarche, bien qu'elle soit animée par une générosité sincère, cache une peur sous-jacente de ne pas être aimé pour ce qu'il est, mais pour l'aide qu'il apporte aux autres. Chaque occasion d'aider est donc perçue comme une chance d'être apprécié et reconnu. Son dévouement et son attention aux autres illustrent pourquoi il est souvent qualifié d'altruiste, une étiquette qu'il embrasse sans hésitation, car dans sa perspective, être généreux est synonyme d'être digne d'amour. Lorsqu'il se sent apprécié et que ses efforts sont reconnus, le niveau d'estime de soi du type 2 peut s'élever temporairement, mais reste fragile et conditionné par la reconnaissance externe. Bien qu'il puisse ressentir une satisfaction à travers l'approbation des autres, il est rarement pleinement satisfait de l'amour et de l'appréciation qu'il reçoit, car sa plus grande crainte reste le rejet. Le type 3, battant. Le battant est animé par la peur intense de l'échec, ce qui écornerait gravement son image et lui donnerait le sentiment d'être humilié publiquement. Cette crainte de l'humiliation le motive à rechercher constamment le succès et à soigner son apparence dans le but de se présenter sous son meilleur jour. Pour lui, l'échec n'existe pas. Il n'y a que de l'expérience enrichissante. Débordant d'ambition, il met un point d'honneur à mettre en avant ses réalisations et parfois à s'attribuer tous les honneurs au détriment de ses collègues, raison pour laquelle il est souvent considéré comme un battant. Cependant, face à des situations où il est vu comme étant incompétent ou dans des contextes où il ne réussit pas à briller, le type 3 a tendance à se cacher derrière un masque en se mentant à lui-même, en minimisant l'échec et en faisant ressortir la réussite dans l'échec. Malgré une apparence d'estime de soi élevée, celle du type 3 est en réalité fragile et fortement influencée par le regard extérieur. Même au sommet de sa gloire, il est constamment hanté par la crainte de ne pas être à la hauteur et par l'angoisse de décevoir, ce qui pourrait le conduire à affronter la peur de l'échec, l'image négative qu'il renvoie et la déception que cela représente. Avant de passer au type suivant, pensez à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur j'aime si vous aimez cette vidéo et si vous ne l'avez pas encore fait. Cette simple action m'aide à me faire connaître et m'encourage à continuer à partager ce type de connaissances avec vous. Le type 4, romantique. Le romantique est profondément marqué par la blessure de l'abandon, ce qui le conduit à chercher une identité et une expression unique pour se distinguer et éviter d'être à nouveau délaissé. Cette quête d'unicité est motivée par la crainte que, sans caractéristiques remarquables ou sans se différencier, il pourrait être facilement oublié ou ignoré. Chaque fois qu'il se sent méconnu ou sous-évalué, cela n'est pas simplement une déception, mais un écho douloureux de l'abandon ressenti, le rappelant à cette crainte de l'isolement émotionnel. Son désir intense d'être spécial et différent illustre pourquoi il est souvent qualifié de romantique, une étiquette qu'il accepte car elle valide son besoin d'être perçu comme unique et irremplaçable. Dans ces moments de reconnaissance où son originalité est appréciée, le niveau d'estime de soi du type 4 peut s'épanouir car il est très touché et ressent une validation de son unicité. Cependant, cette estime reste précaire et dépendante de la constance de l'attention qu'il reçoit. Dans sa quête pour attirer l'attention et éviter l'abandon, le type 4 a développé une hypersensibilité hors norme qui intensifie ses expériences émotionnelles. Cette caractéristique lui permet de ressentir profondément la gratification lorsqu'il est reconnu, ainsi que la tristesse profonde ou la mélancolie lorsqu'il se sent incompris ou sous-estimé. Le type 5, observateur. L'observateur est profondément influencé par la blessure d'intrusion,
ce qui le pousse à se retrancher derrière un mur de détachement et d'autonomie intellectuelle. Cette blessure émane de son besoin de se protéger contre les intrusions extérieures qui pourraient perturber son monde intérieur, hautement privé et bien gardé. Craignant d'être envahi, il minimise ses besoins physiques et émotionnels pour éviter de dépendre des autres. Son penchant pour l'analyse et la réflexion profonde explique pourquoi il est souvent étiqueté comme un observateur, un terme qu'il peut volontiers adopter car il reflète sa nature introspective et son désir de comprendre le monde sans nécessairement y participer activement. Lorsqu'il parvient à maintenir ses distances et à contrôler son environnement, l'estime de soi du type 5 reste stable car il se sent sécurisé dans sa forteresse intellectuelle. Cependant, son besoin constant d'acquérir des connaissances le pousse à se retirer dans son monde intérieur. Ce trait de caractère peut parfois le rendre vulnérable aux critiques externes ou à des situations qui requièrent une ouverture émotionnelle ou une interaction sociale soutenue et affecter son niveau d'estime de soi. Le type 6, loyal. Le loyal est profondément marqué par la blessure de la trahison, ce qui l'incite à chercher sécurité et assurance dans ses relations et environnements. Cette blessure émane de sa peur intense d'être trahi par ceux en qui il a placé sa confiance. Chaque signe de manque de fiabilité ou d'engagement de la part des autres est perçu non seulement comme une menace à sa sécurité, mais aussi comme une validation de ses peurs les plus profondes. Lorsqu'il se sent en sécurité et qu'il réussit à faire confiance, le type 6 reste fidèle à ses engagements, soutient ceux qui lui sont chers et agit de manière intègre et constante, même en cas de pression ou de difficulté. Ceci explique pourquoi il est souvent considéré comme une personne loyale, une appellation qu'il accepte volontiers. Le niveau d'estime de soi du type 6 peut se stabiliser s'il trouve de la prévisibilité et de la confiance. Cependant, cette estime reste conditionnelle à la perception qu'il a de la fiabilité de son entourage et des circonstances, alimentant ainsi ses doutes constants. Malgré son engagement envers les autres, sa propension à envisager les pires scénarios l'amène dans une lutte avec le scepticisme et l'incertitude, parfois à son propre détriment, ce qui complique sa capacité à avoir confiance en lui-même et à trouver la tranquillité d'esprit. Si l'énéagramme vous intéresse, je vous rappelle que vous trouverez plus d'informations sur ce sujet ainsi que des conseils pratiques sur la communication efficace au travail en visitant mon blog, Blog de cadre. Vous y trouverez des ressources approfondies pour vous aider à vous adapter, agir et vous surpasser dans votre vie professionnelle, mais aussi pour mieux comprendre vos collègues ou votre manager. Le lien est juste en dessous de cette vidéo. Le type 7, épicurien. L'épicurien est caractérisé par une intense aversion pour la souffrance dans laquelle il se sentirait enfermé. Cela le pousse à chercher constamment des expériences plaisantes et à éviter les émotions dites négatives, en particulier la tristesse. Cette blessure de souffrance le conduit à remplir son calendrier d'activités excitantes et à rechercher de la nouveauté, dans une tentative de fuir tout sentiment de douleur ou de malaise. Chaque moment de tristesse ou de déception est non seulement évité, mais aussi remplacé par quelque chose de plus joyeux ou stimulant. Son approche optimiste et sa soif de plaisir expliquent pourquoi il est souvent qualifié d'épicurien, une étiquette qu'il adopte avec enthousiasme, car elle reflète son désir de vivre pleinement et de maximiser chaque instant. Cependant, cette quête incessante de bonheur peut parfois masquer une peur profonde de faire face à la réalité des situations difficiles et à ses propres émotions internes. L'estime de soi du type 7 peut s'effondrer lorsque ses distractions habituelles ne parviennent pas à masquer les émotions négatives ou les conflits internes qu'il préfère éviter. Mais sa soif de liberté et de plaisir le conduit à rechercher le positif et à relever les défis par sa créativité naturelle, ce qui contribue à renforcer son estime de soi. Le type 8, leader. Le leader est profondément marqué par la blessure d'injustice, ce qui le pousse à adopter une posture de force et de contrôle dans pratiquement toutes les sphères de sa vie. Cette blessure provient de son aversion profonde pour toute forme d'injustice ou d'impuissance, le conduisant à se battre ardemment pour l'équité et la protection des plus faibles. Chaque situation perçue comme injuste, où il se sent impuissant, est vécue non seulement comme une atteinte personnelle, mais aussi comme un appel à l'action pour rétablir l'équilibre et affirmer son autorité. Son besoin de contrôler son environnement et d'assurer la justice explique pourquoi il est souvent qualifié de leader ou de chef, une étiquette qu'il embrasse pleinement
car elle valide sa vision de protecteur et de bâtisseur de pouvoir. Cependant, cette quête de contrôle peut souvent se transformer en agressivité si le type 8 se sent menacé ou si son sens de la justice est mis au défi. Lorsqu'il réussit à établir l'ordre et à dominer les situations, le type 8 éprouve une forte estime de soi et une grande fierté pour son impact positif. Cependant, cette confiance est vulnérable aux circonstances imprévisibles ou persistantes d'injustice. Malgré son image de force, il peut se sentir vulnérable, un sentiment qu'il dissimule souvent derrière une façade de fermeté et de dureté, révélant la complexité de son rapport à l'injustice et à la faiblesse. Le type 9, médiateur. Le médiateur s'efforce d'éviter les conflits et la discorde, car ces situations éveillent en lui une profonde anxiété de séparation. Cette peur est liée à son désir d'être en harmonie avec son environnement, car il craint d'être perçu comme dérangeant. Chaque confrontation est ressentie non comme une occasion de clarification, mais comme une menace à son idéal de paix. Son attention à maintenir l'équilibre et à éviter les troubles explique pourquoi il est souvent qualifié de médiateur, une étiquette qu'il accepte volontiers, puisque dans son monde, la tranquillité est primordiale. Chez les neufs, la peur de la séparation est profondément liée à une colère refoulée. Cette colère, souvent non exprimée, anesthésiés, comme ils se plaisent à le dire, résultent de la répression de leurs besoins personnels et de se sentir négligés, alimentant ainsi un cycle de ressentiment qui intensifie leurs besoins de paix. Lorsqu'il parvient à maintenir cette paix, le niveau d'estime de soi du type 9 reste modéré. Bien qu'il ressente un soulagement de voir l'harmonie préservée, une colère réprimée et un désir inconscient de s'affirmer davantage le poussent à réprimer ses propres opinions et besoins, créant un conflit interne entre son désir de paix et sa nécessité d'expression personnelle. Et voilà pour notre exploration des 9 blessures de l'énéagramme et comment elles peuvent influencer notre estime de soi dans le milieu professionnel. Ce rapide aperçu révèle l'importance de comprendre nos réactions internes pour mieux gérer notre confiance en soi. N'hésitez pas à revoir cette vidéo pour mieux intégrer les caractéristiques de chacun des 9 types et du vôtre en particulier. Cela vous aidera à approfondir votre compréhension de vos réactions et à renforcer votre développement personnel. Maintenant, c'est à vous. Vous avez reconnu des réactions spécifiques liées à l'une des 9 blessures en vous? Comment cela impacte-t-il votre confiance en soi au travail? Partagez vos découvertes dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez des expériences ou des techniques personnelles pour surmonter ces blessures et renforcer votre estime de vous, je serai ravie de les lire dans les commentaires. Et pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos pleines d'astuces et de conseils sur le développement personnel et professionnel, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Adaptation. Merci d'avoir pris le temps de me rejoindre aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. D'ici là, soyez créateur de votre vie professionnelle. Adaptez-vous, agissez et surpassez-vous. Ciao!